Dans la presse, à travers le monde, avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de la presse, il y a notamment donc la poursuite de ces bombardements entre Iran et Israël, alors que le président Trump appelle à une capitulation sans condition. Et 6 jours après le début du conflit, les deux camps continuent à afficher leur réussite, si je puis dire, respective. Aaron Daly met en avant les frappes hier contre ce qu'il présente comme le quartier général du Mossad, le service de renseignement extérieur israélien. Et le Jérusalem Post, de son côté, annonce le dernier scalp en date de l'armée israélienne, celui du général Chademani, le plus haut commandant militaire iranien, présenté, je cite, comme la personnalité la plus proche du guide suprême Ali Khamenei. Au centre de ce jour, vous le savez, il y a le président Trump, dont les intentions restent floues au moment où on parle, et qui suggère que les États-Unis sont ouverts à une action contre l'Iran, selon le New York Times. Le Wall Street Journal rapporte de son côté que des frappes contre l'Iran font partie des options considérées, envisagées par le président Trump. Donald Trump au centre du jeu donc, et l'Union européenne au second plan. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung évoque même une Union européenne réduite au rang de spectatrice à cause, évidemment, des divisions de ses membres vis-à-vis d'Israël, avec d'un côté le chancelier allemand notamment, qui soutient que l'État hébreu, je le cite, fait le sale boulot, et de l'autre, des pays comme l'Espagne, qui estime que l'UE tombe dans le piège du deux poids, deux mesures, en donnant sa bénédiction à cette attaque israélienne, alors que, je cite, la menace immédiate est douteuse, voire inexistante. Comment peut-on dès lors condamner de manière crédible la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, interpelle ces pays membres. L'UE et l'ensemble de la communauté internationale, d'ailleurs, confrontés au refus de Donald Trump, refus du multilatéralisme. Le Financial Times revient sur le départ précipité, anticipé en tout cas, du président américain de ce G7 qui aurait provoqué des inquiétudes quant à l'engagement de Washington vis-à-vis de ses alliés. Le quotidien britannique fait état des craintes que Trump fasse la même chose la semaine prochaine lors du sommet de l'OTAN, beaucoup guettant les signes annonciateurs d'une possible réduction à cette occasion de l'engagement américain au sein de l'Alliance. Les interrogations de Trump vis-à-vis de ses alliés, réciproquement, dont il est aussi question ce matin du côté du Times, le quotidien britannique perplexe quant à lui sur la façon dont Keir Starmer, le Premier ministre britannique, s'est précipité au pied du président américain pour ramasser des documents qu'il avait laissés tomber durant leur point presse. Ces documents portaient sur l'accord commercial conclu entre les États-Unis et le Royaume-Uni. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour le quotidien, ils veulent dire beaucoup. Ces scènes montrent, en tout cas, d'après le Times, donnent une image du rapport de force entre le président américain et le Premier ministre britannique. Je cite Damien, ce document historique aurait pu voler dans la poussière pendant encore 1000 ans avant que Trump ne se penche pour les ramasser. Starmer, lui, était sur les starting blocks et s'est lancé dans une génuflexion paniquée, plus vite qu'un sprinter olympique, ironise le journal, qui relève icing on the cake, comme on dit là-bas, cerise sur le gâteau, que le président américain a remercié Keir Starmer en déclarant que cet accord commercial était extrêmement important, un accord conclu, je le cite, avec l'Union européenne. Quelle photo, Donald Trump qui a quitté donc le G7 avant même l'arrivée de Volodymyr Zelensky. Alors que Kiev vient de subir l'une des pires attaques de la Russie, Le Figaro estime que l'Ukraine, vous l'avez évoqué, est effectivement la grande perdante de ce G7, même si le président Zelensky n'avait que des ambitions limitées. Le quotidien indique que l'Europe et la Grande-Bretagne espéraient à l'occasion de ce sommet l'adoption de mesures de sanctions supplémentaires contre Moscou, mais que ces discussions aient été remises à plus tard, peut-être justement lors du prochain sommet de l'OTAN. Mais là encore, prévient le journal, la situation au Proche-Orient pourrait troubler l'agenda. La situation au Proche-Orient, c'est aussi la guerre à Gaza. Le Monde rappelle que plusieurs dizaines de Palestiniens sont tués chaque jour aux abords des 4 sites de distribution d'aide mis en place par une organisation américaine sous supervision israélienne, ou quand les Gazaouis doivent braver l'humiliation et la mort pour se nourrir.
Il ne s'agit pas de balles perdues dans le chaos de la guerre, mais d'un système qui rend l'aide humanitaire mortelle, accuse The Guardian, le quotidien britannique. Les Palestiniens étaient déjà ensevelis sous les bombes, les voilà enterrés sous l'actualité. C'est à pleurer. Le Nouvel Obs, magazine français, regrette par ailleurs, Damien, le report s'inédié des discussions sur la reconnaissance de l'État palestinien. Ce n'est pas le moment, tentons, ça fait combien de décennies que ça n'est pas le moment? Est-ce bien le moment? La question elle se pose aussi au Brésil, à moins de 6 mois de l'ouverture de la COP 30 à Belém. Le Brésil qui annonce la vente aux enchères d'environ 150 000 km² de concessions d'hydrocarbures sur terre et en mer. La Folha de São Paulo précise que ces concessions qui se trouvent à l'embouchure du fleuve Amazone ont été acquises par Petrobras, la compagnie pétrolière brésilienne, les sociétés américaines Exxon et Chevron, ainsi que la société chinoise CNPC pour un total de 153 millions de dollars, une somme destinée à financer, j'en perds mon latin, la transition écologique future du Brésil, à en croire le président Lula qui s'est opposé dans ce dossier aux autochtones, aux populations autochtones comme aux écologistes. Il dénonce, je les cite, une aberration. La Croix, le quotidien catholique français, rappelle qu'au-delà de ces réserves d'or noir, comme on dit, la région concernée par cette nouvelle exploitation, le bassin de la Foz do Amazonas, eh bien, est extrêmement précieux par la richesse de ses écosystèmes, puisqu'elle abrite le plus grand front continu de mangroves au monde, et le système récifal d'Amazonie, dont la biodiversité marine est absolument unique. Le quotidien d'Amiens cite une défenseuse de l'environnement: justifier l'expansion de la production de pétrole au nom de la transition écologique, c'est comme provoquer une nouvelle guerre au nom de la paix. Merci beaucoup Hélène. On va continuer à parler d'écologie justement, notamment en Amérique latine, avec une crise de l'eau au